Le Code Villèle est en fait l'ordonnance royale du 21 août 1825 qui règle le gouvernement de l'île Bourbon et de ses dépendances. Ce texte est le fruit d'une longue réflexion et il est censé pallier tous les dysfonctionnements de l'administration coloniale qui remonte à l'Empire napoléonien et même bien au-delà. Il y a une véritable volonté de refondre toute cette administration et toute cette organisation. Au début de sa colonisation, l'île Bourbon était régie directement par la Compagnie des Indes orientales par délégation du pouvoir royal. Par la suite, après la faillite de la Compagnie des Indes après la guerre de 7 ans, cette administration a été rétrocédée au pouvoir royal qui la gérait directement. Lors de la Révolution française, la colonie a expérimenté un système un peu plus démocratique avec les assemblées coloniales qui étaient partiellement élues. C'est Bonaparte qui met fin à ce système. À partir de 1815, on expérimente une nouvelle organisation, tout d'abord basée sur l'Ancien Régime avec 2 administrateurs. Le problème est que très souvent, l'un avait tendance à prendre le pas sur l'autre, notamment en 1817, lorsqu'en pleine affaire Furcy, l'administrateur Philippe Desbassins prit le pas sur son homologue. À partir de 1818, on expérimente l'inverse en donnant tous les pouvoirs à un seul gouverneur, mais cette fois-ci, celui-ci est confronté à une levée de bouclier des colons, de sorte qu'il était impératif à ce moment-là de revoir un système beaucoup plus équilibré et fonctionnel. C'est en 1824 que le ministre du roi Joseph de Villèle décide de s'attaquer à ces réformes coloniales, notamment l'administration et la justice. Il va pour ce faire créer 2 commissions, et ces 2 commissions seront plus ou moins gérées par son beau-frère Philippe Desbassins. Il sera rapporteur de la commission pour la refonte de l'administration coloniale et il sera président de la commission qui va repenser la justice coloniale. Rappelons également que Joseph de Villèle est marié à la sœur de Philippe Desbassins, qui est une riche héritière créole. Il a passé plusieurs années de 1794 à 1807 à Bourbon, là où il a même géré une plantation. Il maîtrise donc le contexte colonial, le contexte esclavagiste. Il y a même des intérêts financiers. Toute sa belle famille y a des intérêts financiers et même son frère qui est venu épouser lui aussi une fille des Desbassins. L'empreinte donc de ce De Villèle et de ce Desbassins est donc véritablement évidente. L'ordonnance royale du 21 août 1825 comporte 195 articles. C'est un texte très long, très précis, très détaillé, qui lui vaut ce surnom de code. Littéralement, on décide de confier les pouvoirs à un seul gouverneur qui a des attributions militaires et des attributions civiles, mais son pouvoir est circonscrit à la sphère exécutive. Il est assisté dans sa tâche de 3 chefs d'administration qui lui sont hiérarchiquement subordonnés. Vous avez un directeur de l'intérieur qui s'occupe de cette administration intérieure de la colonie. Il y a ensuite un commissaire ordonnateur qui est chargé de toutes les questions liées au trésor. Puis enfin, un procureur général qui s'attache à régler tout ce qui concerne de près ou de loin la justice. Le législateur a également prévu un conseil privé qui est une innovation censé aider également le gouverneur dans sa tâche, et enfin un conseil général qui est censé représenter l'opinion de la population. Mais ce conseil général est nommé, il n'est pas élu. Enfin, un contrôleur colonial est chargé de tout surveiller, il n'a aucun pouvoir sur place, mais le gouverneur ne peut rien contre lui, il rapporte tout au ministre. En apparence, le gouverneur a tous les pouvoirs et est très puissant. Il jouit d'une position prestigieuse qui est extrêmement bien rétribuée. En réalité, les choses sont un peu différentes. Il n'a que peu de moyens de pression sur ses subordonnés puisqu'il ne nomme personne et peut démettre personne. Seul le ministère a ce pouvoir.
il est obligé de se conformer aux avis du conseil privé si celui-ci a la majorité. Finalement, il n'a de moyens de pression que sur la population. Cet équilibre, ce savant dosage des pouvoirs est en fait le résultat de ce que voulait atteindre De Villèle. D'un côté, il faut veiller à ce que le gouverneur lui reste dévoué et ne puisse pas être tenté de s'allier à l'aristocratie coloniale sur un plan financier ou sur un plan familial. Et d'un autre côté, il faut également veiller à ce que cette aristocratie et même cette population en entier soit tenue en respect. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était important pour lui que le conseil général ne soit pas élu. Donc, quelque part, le ministère œuvre dans un seul but, c'est celui de cantonner la colonie à sa fonction originelle, c'est-à-dire être rentable à sa métropole. C'est également pour cette raison que, dès le départ, De Villèle a essayé d'écarter de toute influence extérieure la confection de ce texte, puisque c'est une ordonnance royale et non pas une loi, puisqu'une loi aurait nécessité le concours des parlementaires qui auraient pu dénaturer l'esprit du texte, du moins comme l'entendait Joseph de Villèle. Initialement, c'est un seul et même texte qui devait réformer toute l'administration des colonies. Néanmoins, étant donné les connaissances qu'on avait sur Bourbon, évidemment grâce à Desbassins et De Villèle, on a conclu que Bourbon serait le terrain d'expérimentation idoine pour cela. Néanmoins, assez rapidement, les autres colonies vont être dotées de ce système. En 1827, la Martinique et la Guadeloupe. En 1828, la Guyane. Et il faut attendre 1840 pour que les établissements de l'Inde et ceux du Sénégal reçoivent également cette réforme. 1844 sera la date à laquelle Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin, se verra doté de ce texte. L'ordonnance met en place un système de qualité sur le plan technique où les rouages s'emboîtent de façon assez harmonieuse. Néanmoins, pour avoir une telle longévité, plus d'un siècle, il fallait que ce texte puisse s'adapter et puisse être modifiable, ce qui a été fait au gré des circonstances. Tout d'abord, dès 1833, le Conseil général est supprimé au profit d'un conseil colonial qui est élu au suffrage censitaire masculin. En 1848, à l'occasion de l'abolition de l'esclavage, le texte, encore une fois, reçoit de nombreuses modifications puisque plusieurs dispositions de l'ordonnance originelle étaient consacrées à l'institution servile. En 1854, une nouvelle fois, le Conseil général refait son apparition et cela nécessite certains aménagements. Pareillement, les chefs d'administration sont eux aussi touchés par ces réformes, puisqu'en 1882, le commissaire ordonnateur est supprimé. En 1898, c'est le directeur de l'Intérieur qui est à son tour supprimé. En somme, au début du XXe siècle, l'organisation administrative coloniale se rapproche de plus en plus de l'organisation préfectorale métropolitaine. Néanmoins, il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la Quatrième République pour que ce système disparaisse lorsque, en 1947, le dernier gouverneur de la colonie est remplacé par le premier préfet du département de La Réunion. À ce moment-là, on peut considérer que le système colonial disparaît et avec lui le texte de 1825, le Code de Villèle.